1885, la conférence de Berlin. Les nations européennes se partagent le continent africain. Le roi des Belges, Léopold II, obtient la souveraineté sur l'État indépendant du Congo. 1908, sous la pression étrangère et du peuple belge, indigné par la brutalité et l'exploitation violente de la population locale par la couronne et les compagnies concessionnaires, le Congo est finalement annexé par la Belgique qui en fait sa colonie. Et 1930, le Congo belge subit une récession de main-d'œuvre, réduisant drastiquement ses capacités de production. Bref, les colonies, ça fait pas envie. Et ça tombe bien, puisque pour sa seconde aventure, le jeune Georges Rémy va envoyer Tintin, le reporter du Petit 20e, à la découverte du Congo. Alors, si 1929 est l'année de Tintin, et aussi l'année d'un petit crash boursier, 1930, en revanche, c'est l'année de Georges Rémy. Quand Georges Rémy a commencé la publication de Tintin au pays des Soviets en janvier 1929, il s'est très vite retrouvé submergé par les délais de sortie des planches. Ce qui amènera à l'arrivée de plusieurs assistants pour l'aider. Ces renforts inespérés permettent au jeune Hergé de souffler pour Tintin et de lancer sa seconde série, Quick et Flupk. Mais ça, on en a déjà parlé. Et c'est également pendant cette période qu'Hergé, en plus de côtoyer des dessinateurs de qualité, Hergé va aussi trouver l'amour. Alors, je suis désolé si je prononce mal le nom, mais Georges Rémy est amoureux de Germaine Kikens, la secrétaire de Norbert Wallet. Ce dernier va alors encourager son petit protégé à se surpasser pour conquérir le cœur de sa bien-aimée, qui préférerait un mari plus âgé. Et quand ton boss te dit que tu peux draguer la secrétaire, t'hésites pas, tu fonces. Mais malheureusement, suite au succès inattendu de Tintin au pays des Soviets, le jeune dessinateur de 23 ans a peu de temps pour la bagatelle et doit déjà se concentrer sur les futures aventures de Tintin, le petit reporter du Petit 20e. Pour cette seconde publication, Hergé envisage l'Amérique, les États-Unis, le Far West, les films de Buster Keaton, les tribus amérindiennes, autant de sujets qui le passionnent depuis son enfance. Mais Norbert Wallet. Hergé et son mentor et patron, l'abbé Wallet, n'ont clairement pas la même vision de la vraie raison d'exister de Tintin. Pour Hergé, Tintin symbolise ce qu'il a toujours rêvé d'être, un reporter qui vit des aventures extraordinaires et qui part à la rencontre d'autres cultures. Tintin est un fantasme d'Hergé, fortement influencé par d'autres reporters comme Albert Londres et Joseph Kessel. Physiquement, le personnage reprend des traits de Totor, l'ancien personnage phare d'Hergé. Mais surtout, Georges Rémy avouera s'être inspiré du caractère, des gestes et des attitudes de son frère Paul, dont la ressemblance avec Tintin est flagrante. Mais pour Norbert Wallet, Tintin n'est pas qu'un simple gamin qui part en touriste explorer le monde. Tintin, et le succès du pays des Soviets le prouve, Tintin est un outil politique. C'est un parfait vecteur de messages à destination de la jeunesse belge. Donc, on garde le bon cap. Comme nous l'avons vu en introduction, c'est pas la joie dans les colonies. Le Congo belge, une terre riche en caoutchouc et en ivoire, connaît une crise de main-d'œuvre. Aussi, l'abbé Wallet veut que pour sa seconde aventure, Tintin parte faire la promotion des beautés du Congo belge, afin de relancer l'intérêt des colonies chez les jeunes lecteurs du Petit 20e. Et soyons clairs, Hergé n'est pas du tout emballé par cette décision. Mais tant pis, adieu l'Amérique et bonjour l'Afrique.
Le 8 mai 1930 sortent les dernières planches de Tintin au pays des soviets. La série a beaucoup plu, mais Hergé est un peu plus pessimiste. Le scénario est inexistant et surtout la documentation effectuée en amont était beaucoup trop subjective. Pour cette aventure au Congo, Georges Rémy va donc davantage se renseigner sur le sujet. Et ça tombe bien, le Congo belge est un sujet très souvent mis en valeur par les journaux. La littérature foisonne d'ouvrages sur le sujet. Et le gouvernement publie de nombreux bulletins d'information sur la vie dans la colonie. Après, attention. Malheureusement, on a très peu d'informations sur les réelles sources d'inspiration d'Hergé pour cette histoire. Ce qui est certain cependant, c'est qu'Hergé a beaucoup puisé au musée colonial de Tervuren, où il trouvera de nombreux supports, et notamment l'image d'un homme léopard de la société secrète des Agnotas. Mais bref, trêve de blabla, à partir du 5 juin 1930 jusqu'au 11 juin 1931, le Petit 20e va publier Les aventures de Tintin, reporter du Petit 20e, au Congo. Là encore, la parution s'effectue de manière épisodique au fil des semaines. L'histoire nous présente Tintin, le célèbre reporter, accompagné de son chien Milou, qui part rédiger un article sur le Congo belge. À la différence de Tintin au pays des soviets, l'introduction de Tintin au Congo met en avant le personnage de Tom, un passager clandestin qui cherche à assassiner Tintin. Voilà, c'est posé. On a un méchant défini et un début d'intrigue. Une fois arrivé au Congo, Tintin enfile sa plus belle tenue coloniale, il achète une bagnole, il engage un boy pour l'aider, et direction la brousse et la rencontre des populations locales... Oula, désolé, mauvaise illustration. Attends. Me dis pas que tout l'album est comme ça? Ah bah si, tout l'album est comme ça. Alors, ça a été répété 1 milliard de fois, mais je préfère le redire ici aussi. Tintin au Congo a été écrit en 1930 et se base sur la vision colonialiste qu'avaient les Européens de l'époque. Oh, on est mal les gars. Ok, on va traiter le sujet différemment. Puisque tout le monde n'arrête pas de répéter que Tintin au Congo véhicule une vision colonialiste dépassée, on va se poser une question toute simple. C'est quoi au juste cette vision colonialiste dépassée? Eh bien, comme nous l'avons vu plus tôt, Hergé évolue dans une société qui ne connaît la vie coloniale que par les témoignages des colons et les bulletins de propagande de l'État. Et en plus, Hergé vit dans un milieu où ces idéaux de la supériorité coloniale des Européens sont très largement répandus. Et quand tu prends en compte un seul point de vue dans toutes tes sources d'information, ça donne Tintin au Congo. Tintin au Congo nous présente donc deux univers opposés. D'abord les Congolais, qui sont présentés comme arriérés, pas très malins et un peu couards sur les bords, et de l'autre, Tintin, un modèle de vertu, le bon blanc, très intelligent et bien éduqué, qui va apporter les bienfaits de la civilisation aux tribus locales, comme la tribu des Babaorom. Aïe 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 aïe, les Babaorom. Hergé, qui a toujours rêvé d'être reporter, a appelé une tribu africaine les Babaorom. On est mal. Tintin, dans cet album, en plus d'être invulnérable comme dans les soviets, symbolise l'État moderne. Il montre la technologie aux Congolais qui sont complètement éberlués par les progrès de la science. Il devient roi des Babaorom et, après avoir usé de la médecine moderne pour soigner un malade, il est surnommé Bula Matari, que l'on peut traduire par briseur de rochers. Hergé reprend ici le surnom donné à l'explorateur Henry Morton Stanley, connu à l'époque pour ses expéditions en Afrique. D'accord,
Donc Hergé s'est laissé influencer par la société qui l'entourait. On peut comprendre. Il n'a pas eu le temps de se rendre sur place? Très bien. Seulement problème, c'est qu'à l'époque déjà, il existait des ouvrages qui contredisaient cette vision coloniale. Voyage au Congo d'André Gide, Terre d'ébène d'Albert Londres, mais Hergé ignorera ces références. Ce qui est d'autant plus surprenant que le dessinateur voue une immense admiration pour Albert Londres, dont il avait repris certains articles pour Tintin au pays des soviets. Et c'est là le plus dérangeant dans cette histoire. Pourquoi Hergé a ignoré les écrits de son idole? Bon, on ne répondra pas aujourd'hui à cette question. Mais la conséquence de ce choix, c'est qu'il donne l'impression qu'Hergé semble accepter les préjugés qu'il véhicule dans son album. Et ainsi, Tintin, qu'Hergé décrit comme le célèbre reporter, Tintin, à aucun moment dans son récit, ne nous présente la moindre nuance dans ses messages. Et même la fin de l'histoire, il n'y a aucune morale. À la fin, Tintin est occupé à se prendre la tête avec la faune locale et il est sauvé par des aviateurs. Mais si on analyse la fin, il n'y a rien. Tintin n'a rien appris. Il est parti comme il est arrivé. Il n'y a aucune évolution. Et le pire, c'est qu'on ne reparlera jamais de ce fichu reportage qu'il était censé faire à la base. Ah oui, juste comme ça, je tiens à le rappeler, Tintin est censé être un reporter. Faut quand même rappeler son boulot. Tintin est juste censé faire un reportage sur le Congo. Et je doute fortement que quand on fait un reportage, on commence par dézinguer toute la faune locale, parce que c'est quasiment tout ce qui se passe dans cette histoire. Un carnage sans fin. Et quand je dis carnage, je n'exagère pas. Et attendez, c'est pas fini. Là, on n'a vu que les passages avec le fusil. Parce que Tintin, pour chasser, il se montre très créatif. Milou se fait bouffer par un boa, pas de souci, Tintin éventre la bestiole. Un éléphant lui cherche des noises, il lui brûle le crâne avec une loupe. Un léopard dérange une leçon de calcul, bam, coup de pied dans le ventre. Et puis, il y a la séquence avec le rhinocéros. Vers la fin de l'histoire, Tintin abandonne la chasse 2 minutes, le temps de prendre en photo des girafes. Donc, le seul moment où Tintin fait réellement son boulot, le jeune reporter croise alors un rhinocéros et c'est reparti pour la fusillade. Seulement, Tintin n'arrive pas à percer la peau de l'animal. Alors, pas de souci, notre ami perce la carapace du rhino et y place un bâton de dynamite. Et là, c'est le drame. Vlan, ça y est. Oh non, je crois que la charge était un peu forte. Mais mon passage préféré, celui qui pour moi résume absolument tout l'album, c'est la séquence avec le singe. À un moment, Milou se fait capturer par un singe qui l'emporte dans les arbres. C'est la panique. Tintin ne peut pas tirer de peur de toucher Milou, et à la place, il va trouver une autre solution. C'est là que ça devient collector. Tintin, ne m'abandonne pas! J'ai une idée, mais avant tout, découvrir un autre singe. En voilà un! Feu sur lui! Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes sur cet enchaînement? Découvrir un autre singe. En voilà un. Feu sur lui. Pan. Mais Tintin au Congo, c'est surtout l'occasion pour Hergé de développer davantage ses personnages. Milou a des traits humains plus importants. Il décrit de nombreux éléments entourant le récit et surtout, il sert pour de nombreux gags, tout en se montrant très courageux quand son maître est en danger. Donc, Milou, ça va. Maintenant, autour de Tintin. Tintin, dans cet album,
a un rôle paternaliste. Il apporte les bienfaits de la médecine aux Congolais, il gère les conflits, il motive les Congolais à travailler. Oh, quel enfer! Mais quel enfer! Ah mais je vais avoir des problèmes! Dans Tintin au Congo, Tintin use énormément de la technologie. Une technologie présentée comme complètement inconnue par les populations locales. Et surtout, quand la technologie ne suffit plus, Hergé va mettre en avant l'aura divine qui entoure Tintin. Hergé est un fervent catholique. Le XXe siècle est un journal catholique. Son directeur est un homme d'église, et tout ça se ressent dans le travail du jeune dessinateur. Tintin va être sauvé des crocodiles par un missionnaire, ce qui sera l'occasion de présenter l'importance des missions catholiques qui éduquent les locaux et leur apportent les valeurs chrétiennes. Et quand Tintin et Tom, suite à un violent combat, tombent d'une falaise, Tintin est miraculeusement sauvé en atterrissant sur un hippopotame. Et le malheureux Tom finit dévoré par les crocodiles. Tintin conclura ce segment par la réplique « Dieu et son âme ». Hergé nous présente donc un nouveau Tintin. Un Tintin meneur d'hommes, qui n'hésite pas à utiliser des armes à feu, et surtout, investi d'une mission divine. Et comme pour Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo sera un énorme succès. Chaque semaine, les ventes du journal explosent. C'est définitif, le public aime Tintin. Le 9 juillet 1931, peu après la publication de l'album, est organisé le retour de Tintin, toujours à la gare du Nord de Bruxelles. Casque colonial sur la tête, fusil à la main, Tintin est acclamé par la foule. Bon, du coup je suis perdu là. Il est bien ou il est pas bien cet album? Eh bien, encore une fois, même si Tintin au Congo a des soucis en termes d'intrigue, et surtout au niveau du développement des personnages, cette histoire dénote également des améliorations par rapport à Tintin au pays des soviets. Déjà, le dessin est plus travaillé. On a plus de détails dans les décors, Hergé se permet d'ajouter de nombreux objets en arrière-plan pour donner plus de réalisme à son récit. Mais en plus du dessin, Hergé a aussi appris de ses erreurs au niveau de l'écriture. Les 2 premiers tiers de Tintin au Congo ne sont qu'une suite de péripéties mélangeant massacre d'animaux et rencontres avec les populations locales. Dans le 3e tiers, Hergé nous balance enfin son intrigue. Après avoir affronté Tom, Tintin va interroger son complice. On y apprendra alors que Al Capone, le vrai Al Capone, caïd de la pègre de Chicago, cherche à prendre le contrôle de la production de diamants en Afrique. Une fois qu'il aura fait arrêter les autres mafieux présents au Congo, Tintin sera donc ramené en Europe en prévision d'un futur reportage en Amérique. Alors ok, c'est léger comme intrigue, mais c'est un début. Et surtout, ça permet à Hergé d'amorcer une suite. Un autre élément scénaristique qu'Hergé développe, c'est l'ellipse. On sent que Tintin passe du temps en Afrique, et chaque jour est une nouvelle aventure, ce qui donne plus de fluidité au récit, plutôt que d'enchaîner les péripéties à la vitesse de la lumière. Donc Hergé a appris de ses erreurs, même s'il patine encore un peu et que cette histoire ne l'intéresse pas. Mais cette remise en question se doit aussi au moral d'Hergé qui va monter en flèche à partir du printemps. Le mois de mai 1931, c'est 2 événements marquants. D'abord, Germaine Kikens va accepter d'épouser Georges Rémy, toujours sous l'approbation de l'abbé Wallet, et surtout, au même moment, le jeune dessinateur, accompagné de Paul Jamin, va se rendre à Paris et rencontrer Alain Saint-Augan, l'autre grand maître de la bande dessinée européenne. Saint-Augan va alors encourager Hergé à persévérer dans son travail et va même lui offrir une planche dédicacée de Zig et Puce. Et nous arrivons maintenant à l'été 1931. Hergé est au top de sa forme. Il va épouser sa bien-aimée, il a rencontré une légende de la bande dessinée, il travaille avec des collaborateurs en or massif, Tintin est adulé par le public.
tout ça aide Georges Rémy à gagner en confiance. Aussi, pour sa prochaine histoire, Hergé ne lâche pas l'affaire. Tintin doit partir en Amérique. Bon, ben ce n'est pas trop mal sorti. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de Tintin au Congo? Oula, comment dire ça? Cet album, c'est l'anarchie absolue. D'abord, il n'y a eu aucune adaptation au cinéma. Dans les années 80, un projet de film avait été lancé, avec Roman Polanski à la réalisation. Bizarrement, ça s'est pas fait. Il est complètement ignoré par la série animée d'Ellipse. Ah bon, pourquoi? Et comme pour Tintin au pays des soviets, Hergé a pendant très longtemps rejeté cet album. Et s'est toujours justifié en se cachant derrière les préjugés. De ses propres mots, cet album est un péché de jeunesse. J'ai fait ça en me fiant plutôt à des racontards, à ce que disaient les coloniaux revenus de là-bas. Oui, en effet, on confirme. L'album est colorisé dans les années 40 par les éditions Casterman. Hergé posera comme condition de modifier drastiquement toute la bande dessinée. Avec l'aide d'Edgar P. Jacobs, le père de Black et Mortimer, Hergé effacera toute mention du statut colonial du Congo. L'exemple le plus connu étant la leçon de géographie où Tintin montrait à des enfants congolais leur patrie, la Belgique. Case qui sera remplacée par une simple leçon de calcul. Et cette modernisation est aussi l'occasion pour Georges Rémy d'intégrer Tintin au Congo à l'univers des albums qui ont suivi. Dans la case du départ de Tintin à la gare, Hergé ajoutera les Dupont et Dupont. Et il se dessinera lui-même, tout en ajoutant ses collaborateurs Edgar P. Jacobs et Jacques Van Melkebeek. Donc Hergé fait tout pour apaiser les tensions. Est-ce que ça suffira? Non. Dans les années 60, comme pour Tintin au pays des soviets, l'album est introuvable en librairie, le monde est en pleine période de décolonisation et les éditions Casterman ont peur de provoquer un scandale en rééditant l'album. Finalement, l'éditeur ressortira Tintin au Congo en version colorisée en 1970. Et c'est là que les polémiques vont s'enchaîner. Dès les années 60, de nombreux journaux font la critique de cet album. Les années 70 verront aussi émerger les problématiques liées à l'écologie. Là aussi, un thème qu'Hergé et la société en général n'envisageaient pas en 1931. Tintin massacre des animaux par paquet et en plus, il est fier de ses forfaits. En 1975, la version scandinave de l'album censure le dynamitage du rhinocéros. Et aujourd'hui, seules les versions françaises et néerlandaises ont conservé la planche d'origine. Et attendez, c'est pas fini! 2007, la Fondation Hergé annonce la pré-production d'un film Tintin par Steven Spielberg. Première réaction, Tintin au Congo subit des retraits en librairie. Des plaintes en Suède, en Belgique et en France sont déposées, sans résultat. Ok, on a compris, Tintin au Congo, c'est pas bien. Mais dans ce cas, pourquoi s'appeler? Dans les années 2000, Tintin au Congo sera le deuxième album d'Hergé le plus vendu au monde, juste derrière Tintin en Amérique. C'est aussi l'album le plus populaire chez les enfants et surtout le plus célèbre en Afrique. Bon, je répète ma question, pourquoi cet album plaît? Eh bien, la réponse se trouve au Congo, justement. Tintin fait partie de l'imaginaire collectif congolais. Le style d'Hergé a fortement influencé les jeunes lecteurs congolais. En décembre 1969, un article de l'hebdomadaire Zahir résume parfaitement la situation. Il y a une chose que les Blancs qui avaient arrêté la circulation de Tintin au Congo n'ont pas comprise, c'est que les images caricaturales données par Tintin au Congo font franchement rire les Congolais. Parce que les Congolais,
y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela. Tintin au Congo est donc l'un des albums les plus controversés d'Hergé. Les messages qu'il véhicule sont jugés comme néfastes aujourd'hui. Mais, ironiquement, cet album est devenu historique. Hergé ne s'en rendait pas forcément compte à l'époque, mais il nous a offert ici une véritable fenêtre sur la vision coloniale européenne des années 30. Et, avec le recul des années, on se rend compte que finalement, dans cette histoire, le vrai personnage ridicule, c'est Tintin, qui nous apparaît ici comme la caricature la plus drôle de la colonisation.